Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. À la gare routière de l'information Saint-Éric-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM à Lomé. Nous sommes à la gare routière de l'information avec mes confrères Gérard Ouessan, Sylvestre Béni. On sera rejoint dans un instant par Elom Tissogbe. Naturellement, ce matin, nous reviendrons sur l'agression perpétrée au siège de la DMP, la dynamique pour la majorité du peuple. C'était hier après-midi. Comment expliquer cette forme de violence inouïe perpétrée hier donc sur le député de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, et sur le député Brigitte Adjamangbo Johnson. Avec les confrères, on reviendra sur le sujet. Qui sont les auteurs? Sommes-nous finalement en insécurité en tant que citoyens partout au Togo? Entre autres questions que je poserai à mes confrères en studio. Nous reviendrons également sur la question des raquettes des forces de sécurité. Eh bien, il y a une mise en garde lancée par le patron des forces armées togolaises. Eh bien, un épée dans l'eau, c'est la question qu'on posera en international, l'Israël et Hezbollah. Pourquoi tout semble être permis à Israël? C'est l'autre question qu'on pourra se poser aujourd'hui. On va en parler avec les confrères en studio. Bienvenue, nous sommes à la gare routière de l'information. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM à Lomé. Nous sommes avec les confrères en studio. Du coup, voilà. Bonjour Gérard Ouessan. Bonjour Eric. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à toutes les auditrices. Tout va bien chez vous? Tout va bien, on ne peut pas se plaindre. Sauf que curieusement, le son à l'antenne, c'est curieux. Hein? Ça va? Oui, ça va. Parfait. Ouais, je vais bien. Merci d'être là. Je salue tous ceux qui nous écoutent. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Elon, merci de nous avoir rejoints. Eric, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci pour votre fidélité. On va commencer d'abord par ce sujet qui nous est tombé dessus hier. Au moment où on préparait donc la rentrée à la gare, c'est l'agression perpétrée sur une manifestation
que la DMP était en train d'organiser au siège de la CDPA, on a écouté pas mal de choses depuis hier. Sylvestre, quel commentaire peut-on en faire aujourd'hui? Non, écoutez, il faut dire que c'est triste pour le Togo. C'est triste pour le Togo parce que lorsque vous voyez un peu la situation sociopolitique depuis des années, si on prend le repère historique de 90 à aujourd'hui, nous avons l'impression qu'on stagne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution. S'il faut faire une fixation sur ceux qui sont à l'origine de ce que nous avions vu hier, je crois qu'il faut remonter dans l'histoire avec ces questions de Pomor et Tom Mog et tout ça. Oui. La CVJ en a parlé dans son rapport et invité même les autorités à ce que le phénomène de milice ne revienne plus sur la scène politique. En 2005, l'événement douloureux que nous avons connu en 2005 après le décès du général Yassine Beyadema, paix à son âme, vous avez vu que le rapport de l'ONU parle de ce vocable-là de milice. En 2012, en septembre 2010, je crois que si ma mémoire est bonne, le 15 septembre 2012, nous avons connu ce phénomène-là dans le quartier Djouma Cessé, plus connu par les Togolais, le quartier AD8, oui, où ces miliciens-là ont fait encore feu de tout bois, blessant des gens tabassants, certains sont grièvement blessés, des têtes fracassées et tout. En quittant 2012, en 2017, nous l'avons également connu avec l'avènement de Djikpi Achadam, où ces miliciens sont encore sortis et tout. Et les vidéos où les images sont encore là, ils sont même véhiculés. Où est-ce qu'ils ont trouvé donc ces véhicules et tout, nul ne le sait. Juste aujourd'hui, à l'époque, le ministre qui a donc le portefeuille de la sécurité nationale, le ministre de la sécurité, avait promis de faire des investigations, des enquêtes pour trouver les auteurs. RAI juste aujourd'hui. Et donc de 2017 à 2024, 7 ans après, il y a encore ce phénomène de milice. C'est pourquoi je disais d'entrée en début donc, de propos que nous avons l'impression qu'on stagne de 90 à aujourd'hui, malgré tout ce qu'on fait pour la réconciliation nationale, malgré tout ce qu'on fait pour que la situation politique puisse... Parce qu'il y a un discours officiel. Hein. Ouais. Un discours officiel où on parle de la paix, on parle de la concorde. Et quand il y a ces gens, enfin, parce que vous savez qu'il y a cette histoire de... comment est-ce qu'ils appellent ça? Ils parlent de violence. On doit lutter contre la violence. La violence, oui. Oui. L'extrémisme violent. Justement, c'est le terme, l'extrémisme. Il faut lutter contre l'extrémisme violent. Et puis vous savez que depuis même le Togo est décrété un pays de paix. Le Togo est un pays de paix et dans tous les discours des officiels, il faut préserver la paix, il faut sauvegarder la paix, il faut promouvoir la paix. Mais au même moment, on parle de paix et puis il y a d'autres qui sont là et qui commettent donc des actes. Les images que nous avons vues hier sont insoutenables. Encore que c'est sûr, pas sur les Togolais. Cette fois-ci, ils ont franchi un palier et ils sont allés même jusqu'à agresser un député de la CEDEAO. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que ce n'est plus les Togolais, mais ils sont allés un peu plus loin. Et vous avez vu déjà la réaction donc, du Sénégal. Vous voyez un peu là où, si vous peut-être permettez le terme, la bêtise humaine peut conduire. Vous voyez, il y a le chef de l'État disait il y a quelques jours dans son discours qu'il y a certains jeunes ne réfléchissent pas avant d'agir. On peut les classer dans ce lot-là. On est dans le contexte là aujourd'hui. On peut les classer dans ce lot-là. C'est-à-dire que ce sont ces jeunes-là qui ne réfléchissent pas avant d'agir. Parce que l'acte qu'ils ont posé. Et puis, lorsque vous voyez un peu les vidéos depuis hier, ceux qui tabassaient demandaient aux députés, est-ce que tu es Togolais? Est-ce que tu es Togolais? Mais c'est comme si vous voyez qu'il manque même de lucidité. Un député de la CEDEAO, les citoyens togolais sont les mandats de Guy Marius Sagna. Ils sont les mandats, c'est eux qui le donnent et action, ils lui donnent l'opportunité à agir en leur nom, puisqu'il est député de la CEDEAO. Donc ils sont réclament également du Togo. Ce n'est pas qu'il ne doit pas être forcément togolais avant donc de parler au nom du Togo, puisqu'il est député de la CEDEAO. Donc les citoyens togolais sont également ses mandants. Donc quand le temps va dire si tu es togolais, il ne doit pas être forcément togolais avant d'agir. Vous voyez, donc aujourd'hui, là où, bon, j'ai lu le communiqué un peu donc, du Sénégal qui demande
à son homologue des affaires étrangères du Togo de protéger son ressortissant encore, comme il est député sénégalais. Vous voyez un peu là où le palier que ça franchit. C'est triste pour le Togo, voilà. Et l'homme, quand on voit tout ça, on peut se dire, mais que se passe-t-il en réalité? Je ne sais pas si vous êtes posé cette question-là hier. Parce que nous autres, hier, on se pose beaucoup de questions, mais comment en est-on arrivé là, à cette forme de violence à laquelle on a assisté hier? Bon, vous savez, il faut condamner la violence d'où qu'elle vienne. Et ce qui s'est passé hier, c'est une aberration, il faut le dire. On est dans un contexte politique qu'on connaît tous et la pluralité d'opinions est une chose fondamentale en démocratie. Et moi, les images qui ont circulé hier d'un ressortissant étranger qui est sur le territoire togolais en mission, d'accord, et qui véritablement participe à une activité, sincèrement, c'est pas des images qui Parce qu'il est en mission officielle. Qui sont nobles. Oui, mais on va revenir dessus aussi. Parce que, vous savez, du côté du Parlement de la CEDEAO, on ne dit pas qu'il est en mission officielle hier en réunion, puisqu'il n'a pas été mandaté par le Parlement de la CEDEAO. Non, il est sur le territoire togolais en mission. En mission, mais le Parlement de la CEDEAO dit qu'il n'est pas en mission. Hier, à la réunion, il n'était pas en mission au nom de la CEDEAO. Nuance. Parce que moi, je suis allé en information ce matin. Il y a un communiqué de Parlement de la CEDEAO là-dessus? Non. Mais il n'y a pas de déclaration officielle. Il n'y a pas de déclaration officielle. Mais le Parlement de la CEDEAO, il dit, enfin, selon les informations, dit que là, la réunion d'hier après-midi, c'était pas dans le cadre de sa mission officielle. Vous comprenez? D'accord. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que, bon, voilà. Donc, moi, ce qui importe aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas porter la main, il ne faut pas véritablement violenter un étranger. Imaginez si, justement, au niveau du Sénégal, la même chose se reproduit, où des Togolais qui sont là-bas commencent à être violentés, on répond du tic au tac, c'est pas correct. Et ça, il faut bannir cette forme de violence. Je ne suis pas sûr qu'en politique, on veuille justement valider cela, approuver cela comme norme. Vous comprenez? Et au niveau de quand vous allez à l'information, parce qu'il faut aussi écouter les parties. Ce qui s'est passé hier, c'est comment on peut dire ça? C'est de l'ignominie en fait. Vous comprenez? Quelqu'un qui vient, mais si les gens ne sont pas contents que la réunion se fasse, ou bien que voilà qu'ils parlent, mais autant dire oui ou interdire carrément la réunion. Parce que à ce que nous sachions, cette réunion n'est pas interdite. Officiellement non. Oui. Bien sûr, officiellement. Mais officiellement. Oui, on parle des choses officielles ici. Oui, officiellement non. Mais parce que hier, quand le député répondait à la question des journalistes, il a demandé est-ce qu'ils ont vu un communiqué interdisant la réunion. Sauf qu'il a oublié de dire qu'il a fait une réunion avec la commission dans la matinée, qui lui a notifié l'interdiction de la manifestation. Quelle commission? La commission du Parlement. Du Parlement de la CEDEAO. Qui a fait une réunion avec lui le dimanche dans la matinée pour lui dire qu'ils ont appris qu'il devait faire une réunion l'après-midi. Et que la réunion était interdite. Et c'est là où il a dit qu'il n'a pas encore vu de communiqué officiel. Vous comprenez? Donc, normalement aussi, ceux-là aussi devaient le montrer le papier. Effectivement, c'est ça aussi le truc. Quand quelque chose est interdit, si on ne lui a pas montré un papier, ça voudra dire qu'il n'y avait pas de papier. Voilà, c'est ça. Donc, quand on doit condamner cela. On suppose qu'il n'y a pas de papier. Oui, mais aussi, il y a un communiqué qui circule par rapport au Sénégal qui aurait, voilà, mais moi je doute un peu du contenu de ce communiqué parce que justement, ils ont dit que les faits se sont produits le samedi, les faits se sont produits un dimanche, d'abord, c'est pas le samedi, 28 plutôt, c'est le dimanche. Oui. Et ils ont dit qu'il était en mission dans le cadre de la commission du Parlement de la CEDEAO. Il était en mission dans le cadre du Parlement de la CEDEAO, c'est pas de la commission. C'est le Parlement qui s'est réuni à Lomé en session délocalisée. Oui, bien sûr. C'est pas la commission. Donc, il y a deux choses déjà dans ce communiqué qui font que le communiqué ne fait pas. Vous avez des doutes? Oui, c'est normal parce que venant d'un ministre des Affaires étrangères, cette nuance-là, ça devait être relevé, quoi. Donc, moi, je considère que c'est un fake. Parce que vraiment, les informations ne sont pas concordantes. Et c'est nous qui sommes là, nous tous, nous avons vu, l'événement s'est passé un dimanche, le ministre dit que c'est un samedi. Et, enfin, celui qui a signé, il dit que c'est un samedi, et ensuite on dit commission du Parlement, alors que c'est le Parlement de la CEDEAO. L'information doit être précise par rapport à quand on réagit au niveau du gouvernement ou au nom du gouvernement. Donc, on attend justement
que, parce que ce qui s'est passé, il y a véritablement qu'il y ait une réaction officielle du Parlement de la CEDEAO. À part la réaction du Parlement de la CEDEAO, il faut véritablement qu'au niveau des forces de l'ordre et de sécurité, on puisse identifier les personnes qui ont fait cela à visage découvert, vous comprenez? Oui, parce qu'ils ne sont pas cagoulés. Effectivement, à visage découvert. Et donc, cette forme de violence inouïe en politique, il faut quand même la bannir. On a connu ça, ça fait longtemps. Et tous les efforts qui ont été faits de part et d'autre pour que nous puissions avoir une scène politique assez structurée, calme, et depuis un certain temps, on a constaté qu'il y a une interdiction de la liberté de réunion et tout, mais ça maintenant, ça a une atteinte à une personne physique, c'est-à-dire qu'on porte atteinte à l'intégrité de la personne. Et qui plus est, un député d'un pays. Vous comprenez? Et ça, par exemple, je crois quand même qu'au niveau du gouvernement togolais et du Parlement de la CEDEAO, comme du Parlement togolais, la réaction doit être ferme au niveau de la condamnation comme au niveau de l'ouverture d'une enquête. Alors, jusqu'à tout à l'heure, avant notre entrée en studio, il n'y a pas encore de réaction officielle du Togo par rapport à ce qui s'est passé hier. Alors, il faut préciser ça, on n'apprend rien à personne que cette violence n'a pas été orchestrée que sur la personne de Guy Marius Sagna. Il y a Brigitte Adjamago-Johnson, il y a des citoyens togolais, il y a des journalistes togolais qui ont été violentés. Il y en a quand même parmi eux qui ont passé une grande partie de la nuit sous des soins à l'hôpital. On peut se poser beaucoup de questions. Je ne sais pas quelle réaction vous avez ce matin déjà, Gérard Rouissant. Ou bien ce qui s'est passé hier, c'est un phénomène. Il y a un mot que je ne veux pas sortir. Un fait divers. Un fait divers avec des blessés. Mais ça, c'est pas un fait divers. C'est un phénomène, disons, grave. C'est très grave. Les confrères, ils ont tout dit. Normalement, je m'attendais qu'à ce matin déjà, soit le chef de l'État il se prononce, ou bien le procureur de la République. Qui commence déjà à diligenter une enquête pour savoir qui c'est qui a fait cette chose innommable. En fait, il s'agit du phénomène des miliciens. En fait, c'est des civils qui sont venus agresser des députés, qui sont venus agresser des citoyens. Et donc, normalement, un truc comme ça, c'est la prison, tout simplement. C'est-à-dire qu'en moins de quelques heures... on ne connaît pas ceux qui ont posé l'acte, visiblement. Surtout où est-ce que vous les connaissez? Surtout que c'était à visage découvert et que les forces de l'ordre étaient là, en fait. Oui, c'est ce qu'on a appris qu'ils étaient là. Et donc, les forces de l'ordre, voyant des citoyens, des civils agresser d'autres, normalement, ils devraient intervenir, puisque c'est leur mission, de maintenir l'ordre. Ils devaient maintenir l'ordre en les séparant, en arrêtant les agresseurs. Donc tout cela, ça n'a pas été fait, donc ça a tout l'air de quelque chose qui a été organisé. Moi j'ai toujours dit que tant que les milices n'ont pas été démantelées, la menace est là. C'est-à-dire que le Togolais préfère se tromper lui-même. Ça, il y a longtemps, c'est fini, cette histoire et tout. Mais le criminel, il court, le délinquant, il court, et vous dites que c'est fini cette affaire-là, quoi. C'est donc une rémission, c'est comme un cancer, à un moment donné, une rémission, après, ça repart de plus belle et ça vous tue. Donc, tant que les miliciens sont là, tant que les milices sont là et n'ont pas été officiellement démantelés, des responsabilités établies, tant qu'on n'a pas crevé l'abcès, pour dire en telle année, Sylvestre vient de citer plein de choses avec des dates et tout, et la dernière date qu'elle a citée, c'est 2017. Et je vous dis que ça, c'est très récent. 2017, 2024, vous voyez, ça fait 7 ans. 7 ans, les miliciens, ils ont eu même le temps de se faire des muscles, de grandir. Oui, c'est loin de perdre en puissance. C'est des gens sûrement qui, entre-temps, ont gagné en puissance. Et ça, moi, ça fait l'impression que j'ai, c'est d'abord la peur. Mais il faut dire qu'il n'y a rien de plus redoutable que les miliciens. C'est-à-dire, quand on parle de miliciens, les gens n'imaginent pas tout le mal que ça peut faire. On préfère avoir affaire à une armée régulière qu'à des miliciens. La preuve, les militaires, les policiers, les gendarmes, eux-mêmes, ils ont peur des miliciens. Je ne parle pas du Togo, je parle de tous les pays où il y a des miliciens.
le soldat a peur du milicien parce que le milicien, il peut agir. Il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de responsabilité. Alors que le gendarme, le policier et le militaire, il a une responsabilité. On peut le responsabiliser de ses actes. Alors que le milicien, il se fond dans la masse et c'est fini. Là où c'est encore plus dangereux, c'est que dans un pays où on laisse les miliciens prospérer, parfois il se crée plusieurs milices. Il y a un ministre qui avait parlé dans un pays de groupe d'autodéfense. Oui, bien sûr. Pour dédouaner ces miliciens-là. Vous créez un groupe d'autodéfense, l'autre aussi se dit, tiens, moi aussi je me trouve en danger. Il crée aussi un groupe d'autodéfense. Un autre aussi. Il y aura du désordre. Crée un autre groupe d'autodéfense et on aboutit à quoi? À la Somalie, au Soudan, au Libéria, au Rwanda. Bon, peut-être aussi, c'était un peu différent, mais dans tous ces pays-là où on se fait la guerre, où on se tue, dans tous ces pays-là qui se sont effondrés, dont les structures se sont effondrées, ça a toujours commencé comme ça. Et donc, moi, je me demande pourquoi est-ce que nous voulons répéter quelque chose qui a déjà échoué ailleurs. Et c'est ça qui est un peu bizarre. Bon, en tout cas, alors j'exhorte quand même. Finalement, quand on observe bien ce qui s'est passé hier, est-ce qu'on n'est pas en droit de nous dire, excusez-moi, du peu que nous ne sommes plus en sécurité? Ou le dire ainsi, c'est exagéré. Pas que nous ne sommes plus en sécurité, mais nous sommes en train de sortir du cadre d'une république. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur. Par quelle république? Oui, parce qu'une république, c'est des lois. C'est des lois, c'est des institutions. Et bien, il se fait qu'aujourd'hui, on a une institution qui s'appelle des milices. Alors, ce n'est plus la république. Dans une république, on ne peut pas avoir des miliciens, on ne peut pas avoir une milice. Donc, si nous sortons du cadre d'une république, alors nous rentrons dans le cadre de chaos. Vous voyez, le chaos s'oppose à la République. Oui, bien sûr. Et donc, comme j'ai un peu fait le schéma tout à l'heure, si vous avez le droit de créer une milice, mais quand moi aussi j'aurai les moyens, parce que ce n'est qu'une question de moyens. Moi aussi, j'en crée aussi. Et l'autre aussi, quand il aura les moyens, il en crée aussi. Et vous voudrez l'empêcher d'en créer, parce que le milicien, il sait que quand l'autre il va s'armer aussi, il va s'organiser, c'est pas bien pour lui. Et c'est comme ça qu'on commence à s'affronter. Et moi, je me dis, ce pays a des autorités. Si réellement ces autorités-là peuvent monter au créneau pour condamner fermement cet acte-là, ce serait bien pour nous. Parce que jusqu'à présent, nous sommes dans le cadre d'une république et c'est ce que nous souhaitons. Mais sauf que jusqu'à maintenant, personne ne condamne personne. Oui, personne ne connaît personne. Et puis, malheureusement, ça a été toujours tout à l'heure les violences de septembre 2012. Et à l'époque, le ministre avait promis que les enquêtes ont été ouvertes, mais jamais fermées aujourd'hui. Bien que déjà à l'époque, il y avait beaucoup de journaux, surtout des journaux papier, qui avaient publié la photo donc de ces civils-là, de ces personnes, ces miliciens-là, qui avaient fait la une des journaux. Donc on les connaît de visage, puisque ils ne se sont pas masqués, tout comme on l'a vu, comme les gens le disent d'ailleurs hier, ils ont agi en visage découvert. Donc aujourd'hui, ils n'ont même plus peur de personnes, quoique il y a des forces de l'ordre qui sont à côté. Donc on les connaît, mais bon, la quête n'a pas prospéré. Et puis jusqu'aujourd'hui, alors où nous parlons, il n'y a pas quelqu'un qui a été pris, condamné peut-être pour son rôle dans une milice. Et puis bon, voilà que la République continue. C'est là où le bas blesse. Et puis même le ministre qui avait parlé entre-temps de groupe d'autodéfense, voilà, ça veut dire qu'ils connaissent qu'il y a un groupe comme ça, mais qui n'a jamais été démantelé. Voyez-vous, dans une république, il y a un groupe d'autodéfense. Normalement, ça doit inquiéter aussi le pouvoir public. Puisque un groupe d'autodéfense peut un jour aussi se retourner contre le pouvoir public. Voyez-vous, parce que nous sommes dans une république et la force appartient aux forces républicaines, aux forces publiques. C'est eux qui doivent agir. Maintenant, si en dehors de ces personnes-là, il y a encore un groupe appelé groupe d'autodéfense, je crois que c'est dangereux pour le pays. Alors, il y a quand même des informations qui circulent. On dit non, que la réunion d'hier n'était pas autorisée, que c'était interdite. Mais attendez, nous savons que depuis un temps au Togo, quand la réunion n'est pas autorisée ou elle est interdite, il y a souvent les forces de sécurité
qui occupent l'espace avant que les organisateurs n'arrivent. Sauf que hier, il n'y avait pas eu cette scène. Mieux, ceux qui ont organisé la manif étaient là et on nous a fait comprendre qu'il y a aussi la police qui était à côté et donc il n'y avait pas de problème. Oui. Et puis, comment devant la police tout ça s'est organisé sans que, elle intervienne? Voilà, c'est ça le paradoxe. Puisque moi, j'ai eu un responsable de la DNP hier qui disait que quand la police ou les forces de l'ordre étaient arrivées, autour de 10 heures, ils avaient dit que c'est pour leur sécurité. Ah, que la police a dit ça? Oui, que c'est les premiers éléments qui étaient venus. Les éléments officiels, en fait, la police ou la gendarmerie, ceux qui étaient là, présents sur les lieux, déjà autour de 10 heures, disaient qu'en fait, ils étaient là pour leur sécurité. Maintenant, quand le groupe est arrivé, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas empêchés? Et là, tu reviens un peu sur le communiqué. Vous avez vu que quand le ministre Oda Ballo a interdit les manifestations à Sokodé la dernière fois pour le fonds, le fonds touche pas à ma constitution, on leur a notifié cela et ça a été rendu public. On leur a dit non, du fait d'un certain nombre d'éléments, vous êtes là, c'est pour troubler la tranquillité publique. La manifestation n'est pas autorisée. La presse en fait cas. Pourquoi que cette fois-ci, il se murmure que la réunion a été interdite, mais il n'y a pas un courrier officiel. Personne, ni du ministre, ni des organisateurs, personne ne nous a montré un communiqué officiel qui interdisait la rencontre d'hier. Voyez-vous, même tout à l'heure, notre confrère, on parlait donc de la CEDEAO qui aura notifié au député Guy-Marie Sagnan que la manifestation est interdite. Mais les responsables aussi de la CEDEAO n'ont pas un papier pour attester, pour confirmer ce qu'ils disaient à l'un de leurs. Vous voyez, donc dans tout cela, je crois que c'est comme s'il y a eu une préméditation, je ne sais pas. Et puis ceux-là qui ont agi devant les forces de l'ordre, qui n'ont pas pu donc les arrêter, c'est là où le bas blesse et puis des journalistes, des confrères. Je crois qu'on va en venir, ont été molestés. D'aborder le cas des confrères qui ont fait l'objet de bastonnades. Des gens ont vu leur tête fracassée, des matériels de travail confisqués ou jetés dans un puits. C'est ce qu'on nous a donné comme information. Mais et là, vous avez parlé de la CEDEAO. Du Parlement de la CEDEAO, justement. Faut être précis. Le Parlement de la CEDEAO qui aurait convoqué ou qui serait entretenu la matinée avec Guy-Marie Sagnan. Mais attendez, même si il n'est pas en mission hier après-midi, mais c'est un citoyen qui a le droit quand même de faire une réunion, non? Oui, mais après, moi, je ne connais pas aussi les textes du Parlement de la CEDEAO, je ne maîtrise pas très bien, il faut que je le dise. Je ne sais pas si lors des sessions délocalisées, parce que quand vous êtes en session délocalisée, quand vous êtes un député en mission, ça voudra dire que c'est l'institution qui vous prend en charge. Oui. Billets, hébergement, restauration, sécurité. Sur les territoires étrangers. Maintenant, si vous demandez... Bon, ils ne sont pas en territoire étranger, ils sont dans l'espace CEDEAO. Oui, mais donc, ce n'est pas un territoire étranger. Quand je dis territoire étranger, je veux dire, c'est-à-dire un ressortissant. Bon, en tout cas, on n'est pas... Je ne sais pas comment vous dire. C'est-à-dire que quand je suis en Côte d'Ivoire, je suis sur un territoire étranger, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas au Togo. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, là, on ne peut pas avoir... Oui, mais sauf qu'on est dans l'espace CEDEAO. Oui, mais la Côte d'Ivoire est responsable de ma sécurité. C'est ce que je veux dire. Quand je suis au Togo, c'est le Togo qui est responsable de ma sécurité, mais quand je suis en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui est responsable de ma sécurité. Je ne vais pas venir faire ma sécurité sur un territoire qui ne m'appartient pas. Donc, parce que c'est un territoire qui est d'abord souverain. Donc, en tant que territoire souverain, comme le Togo, mais je ne sais pas si, quand vous êtes député, je dis je ne sais pas, parce qu'il faut qu'on puisse voir si, véritablement, au niveau du règlement intérieur, que disent les textes. Est-ce que, quand ce truc se présente, est-ce qu'un député qui est en session délocalisée dans un pays, après, peut justement organiser une réunion librement, et quelles sont les conditions dans lesquelles il peut organiser cette réunion? Est-ce que la CEDEAO peut accompagner cette réunion, le député en question de la sécurité? Est-ce que le Parlement peut solliciter
auprès du gouvernement de la sécurité pour ce parlementaire, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Dans quelles conditions on peut organiser? Parce qu'après, pour ne pas que cette histoire se répète ailleurs, il faut véritablement aussi qu'on puisse regarder si véritablement le règlement intérieur est clair là-dessus. Je ne sais pas si vous comprenez, parce qu'on est quand même en droit. C'est le Parlement de la CEDEAO. Bien sûr. Mais au-delà de ça, il faut respecter la procédure. Qu'est-ce que la procédure dit? Moi, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Et je crois quand même que dans les prochains jours, et cette histoire nous permet aussi d'aller en savoir un peu plus sur la procédure quand il y a une session délocalisée en ce qui concerne la tenue ou le comportement ou les devoirs. Les faits et gestes des uns et des autres. D'un parlementaire en mission, peut-être dans un pays étranger. Mais de toutes les façons, il est libre d'organiser la réunion ou de participer à n'importe quelle réunion. C'est un citoyen, comme tout le monde. Il est libre de pouvoir participer à n'importe quelle réunion, de pouvoir échanger avec les gens, parce qu'au-delà de tout, il a un mandat de la CEDEAO, c'est quand même l'espace communautaire. Et donc, tous les pays qui sont membres de l'espace communautaire, dans ces pays, dès qu'il vient, il peut échanger avec les forces vives, il peut recueillir leurs préoccupations du moment où il est député, il peut aussi écouter les parties prenantes par rapport à une situation, mais à la fin, on peut poser la question de savoir, oui, maintenant, quand il se déplace dans ce genre de pays, qui assure sa sécurité? Enfin, pour rencontrer ses parties prenantes et tout, qui assure sa sécurité? C'est lui-même ou c'est le Parlement de la CEDEAO qui, après avoir appris la mission pour laquelle il s'est déplacé, peut lui offrir une sécurité? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Autre chose, moi j'ai déploré justement les confrères qui ont été tabassés, violentés, dont les matériaux ont été confisqués. Ça par exemple, comme la violence qui a eu lieu sur les hommes politiques, ce n'est pas normal. Il faut la condamner. Il faut condamner cela. C'est des confrères qui sont venus sur le terrain pour recueillir l'information, pour faire leur travail de façon libre et impartiale, et pour quand même informer l'opinion. Et je ne vois pas pourquoi on doit les violenter, on doit les tabasser, un peu comme s'ils étaient des délinquants. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ça, par exemple, ça n'a pas de sens. On ne peut pas expliquer cela. Et vous allez voir, demain, par exemple, maintenant, aujourd'hui, on a eu des images, on a eu quand même des informations de gauche à droite, il y a eu des interviews qui ont été réalisées malgré la violence qui s'est déroulée. Oui. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens pour un journaliste de pouvoir recueillir l'information. Si vous lui confisquez son sac, il a son téléphone. Si vous lui confisquez son téléphone, il a ses yeux. S'il n'arrive pas à voir, il va se débrouiller quand même pour parler. Vous comprenez? Il a son stylo, il a son calepin. Il peut quand même essayer de faire un compte rendu de ce qu'il a trouvé sur place. Il faut condamner cette forme de violence contre les hommes politiques qui s'est déroulée hier, contre les journalistes qui étaient sur les lieux hier, et justement demander qu'à l'avenir, il faut qu'il y ait quand même une certaine prévention de ce genre de situation. Oui, bien sûr. Hier, parce hier on a vu Brigitte Adjamagou-Johnson qui a été aussi molestée. Voilà, c'est ça, sérieusement, voiture caillassée. Oui, on a vu Targone ensanglanté. Mais on n'a pas besoin c'est quand même terrible, Gérard. Bon, ça me fait rire. C'est Agbouibo qui disait, paix à son âme, qu'on ne dit pas qu'on a frappé un homme politique, que c'est pas bien. Qu'on dit, bon, on l'a agressé. Parce que quand vous dites qu'on l'a tabassé, on l'a frappé, on l'a chicoté, que ça le diminue, quoi. Donc, moi, je préfère ne pas dire qu'on l'a frappé. Oui, mais malheureusement, c'est ce à quoi on a assisté hier. Oui, mais il dit que même si violent. Non, on dit que même si on l'a frappé, on ne le dit pas. Parce qu'elle est partie. C'est quand même violent ce à quoi on a assisté hier. Oui, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a une constante et on ne se rend pas justice soi-même. La violence, c'est l'État qui a le monopole de la violence. On ne se rend pas justice. Donc ce groupe de personnes qui n'a pas été identifié comme étant force de l'ordre, donc je considère que c'est des civils, mais qui sont allés agresser d'autres, mais ils doivent aller en prison, exactement comme les affrontements entre des villages, entre les communautés. Où les trouver? Non, mais quand il y a des affrontements entre les communautés ici, là, qu'est-ce qui se passe? Entre les agriculteurs et les bouviers, comment on gère le problème? On va le gérer de la même façon en faisant des rafles. La police, c'est toujours. Surtout que la police était là, armée, avec tous ses moyens. Donc on devait pouvoir
poursuivre ces gens-là. Mais quand on ne l'a pas fait, ça ressemble un peu à... Je n'ose pas dire ce pays est devenu compliqué, mais ça ressemble à de la complicité. Et donc, moi, je me dis, mais comment est-ce qu'on ne peut pas... On ne peut pas arrêter ça. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que nous sommes dans un contexte d'environnement d'insécurité dans la sous-région. Vous voyez, quand vous permettez des choses comme ça, ben, indirectement ou directement, ben, vous favorisez l'extrémisme violent. Parce que des gens qui ne se sentent pas protégés par l'État, des gens qui se sentent livrés à eux-mêmes, ben, ils seront, je ne le souhaite pas, mais ils peuvent être tentés ben, de favoriser la constitution de groupes. Je ne dis pas d'autodéfense, mais de groupes aussi capables de... Voilà quoi. Nous sommes sur les antennes, mais il y a des choses que, au grand jamais, nous devons prier pour que ça n'existe, pour que ça n'arrive pas. Mais aujourd'hui, nos États en Afrique de l'Ouest ont beaucoup de difficultés à assurer la sécurité. Est-ce qu'il faut encore poser des gestes qui vont compliquer la tâche aux hommes politiques pour garder, ou bien pour lutter contre l'extrémisme violent? Parce que ça là, ça fait la promotion de l'extrémisme violent en fait. Tôt ou tard, dans l'immédiat ou après. Bon, maintenant, on parlait tout de suite des soldats, je l'avais dit, peut-être que vous n'avez pas bien suivi, mais les soldats ont peur des miliciens. C'est bien suivi. Oui, ça dit qu'il n'y a rien de plus redoutable qu'un groupe de gens non identifiés mais armés. Il n'y a rien de plus mortel, de plus dangereux. Donc on ne devrait pas permettre ça. Maintenant, faire une réunion dans sa maison, est-ce qu'on a besoin d'autorisation pour ça? Quand vous êtes député, vous allez dans un pays, mais vous avez le droit de sortir, d'aller au marché, d'acheter des objets d'art, d'aller à l'église, d'aller à la mosquée, de rendre visite à des amis, d'assister à une conférence. Un député, ce n'est quand même pas un président de la République. Parce qu'il y a des niveaux de sécurité selon la personnalité de la personne. Un président de la République, si Joe Biden arrive au Togo maintenant, ce sera une autre forme de sécurité. Mais quand c'est un député, il est libre de ses mouvements. Si nous sommes journalistes, nous sommes en mission dans un autre pays, on ne va pas nous déléguer quand même des gardes du corps. Parce que c'est un autre niveau de sécurité. Et donc un député, moi j'estime qu'il doit pouvoir rendre visite à ses amis et c'est ça qu'il a fait. Bon. Maintenant, si on dit que... Oui, ben ça c'est normal. Oui. Il peut aller partout, il peut aller à la mosquée, aller prier, c'est clair. C'est clair. Et si nous supposons que celui-là, disons qu'il n'a pas demandé qu'il va aller rendre visite à son ami, ça c'est le Togo qui fait des raisonnements bizarres comme ça. Maintenant, ceux qui sont allés agresser une certaine Adjamagbo, ou bien Gérard Diossou, moi c'est ça, c'est ces gens-là que j'ai identifié sur le truc là, mais qui assure leur sécurité à eux? Un député chez lui, au siège de son parti, il doit quand même pouvoir dormir en paix. Si dans nos maisons même il y a des gens qui peuvent débarquer et commencer par nous tuer, par nous blesser, par casser nos voitures, parce qu'ils pouvaient tuer ces gens-là. Mais alors là, c'est comme si on ne laissait pas le choix aux gens d'assurer leur propre sécurité. J'ai vu des images de confrères Godfrey, visage presque tuméfié. Presque oui. Beaucoup tuméfié. Il y a le confrère, je crois, Hyacinthe, qui a vu sa tête fracassée. Beaucoup, au niveau de... C'est difficile cette histoire, ce dont on est en train de parler aujourd'hui quand même. Hein. Les journalistes, hier, franchement, il n'y a pas eu de distinguo. Hein. Oui, c'est là où au niveau du patronat de la presse, il y a un communiqué. Suivez ce que vous avez fait sortir ce matin par rapport à ça. Oui, nous avons sorti. Au moins, vous avez parlé. Même je crois que TACI FM devait déjà avoir donc une copie. Si, on a déjà une copie. De ce communiqué-là. Nous avons sorti un communiqué et cité ces confrères-là qui ont été véritablement molestés hier. Certains ont vu leur téléphone portable retiré par les membres de la milice. Certains ont vu leur enregistreur retiré et jeté dans un puits. Lorsque d'autres ont eu des têtes fracassées et tout. C'est là où nous sommes dit, écoutez, au moins il y a la force publique qui est là et qui est censée protéger les journalistes. Les journalistes ne sont pas organisateurs ou acteurs de ce qui s'est fait hier. Eux, ils sont là pour recueillir les informations et diffuser et rendre public. Donc, ils ne sont pas concernés
par ce qui s'est passé hier. Mais comment se fait-il que ces miliciens-là, c'est là où je rejoins Gérard qui dit que ces personnes-là sont dangereuses. Parce qu'ils ne font plus de distinction. Peut-être qu'un militaire serait là, dans la masse, non en tenue, qui l'aurait balancé, fracassé la tête. Parce que eux, ça dit qu'il faut tirer ou il faut tabasser tout ce qui bougeait. Voyez-vous, ils jetaient les chaînes pêle-mêle, ils s'en foutent du reste. C'est là où ils sont véritablement dangereux. Et lorsque nous avons fait le bilan ce matin, les noms étaient cités dans le communiqué. Et là, nous demandons, et ils sont coutumiers du fait. Et lorsque vous voyez un peu l'histoire des miliciens avec les journalistes, il y a beaucoup. À chaque fois que ces miliciens-là sont dehors et qu'il y a des journalistes sur le terrain, ils les prennent souvent en partie. Ah oui. Alors, au niveau du communiqué du patronat de la presse, vous parlez de Godfrey Akpa, dont j'ai vu les images. J'étais un peu choqué. Il y a Centre Glodjuro. Nana FM, Godfrey Saïssi Lomé. Oui, Godfrey Saïssi Lomé. Il y a Yao Klousset, Omiald Kofi Lansou, Albert Agbeko aussi qui a vu, je crois que son téléphone ou matériel retiré, arraché. Est-ce à dire que nous ne sommes plus, en tant que journalistes, en sécurité sur aucun lieu de reportage? Oui, c'est pourquoi nous Ou le dire, on exagère un peu? Non, puisque même au-delà de ce qui s'est passé hier, parfois lors des manifestations pacifiques publiques, il arrive très souvent aussi que certains journalistes soient pris à partie, peut-être pas des militants et tout. Donc, vous avez vu que dans le communiqué, nous demandons donc aux autres de protéger les journalistes sur leur lieu de reportage, parce que eux, ils n'en sont pour rien. C'est juste pour recueillir les informations et communiquer. Maintenant, lorsque vous les tabassez, lorsque vous retirez leur matériel, vous voulez qu'ils communiquent maintenant à la place. Voyez-vous? Et souvent, les miliciens, quand ils arrivent sur le terrain, les journalistes sont donc les premières personnes à tabasser parce qu'ils se disent qu'ils ne veulent pas leurs images sur les médias, ils ne veulent rien. Et donc, les premières cibles, c'est les journalistes. Et ça s'est remarqué encore hier. On prend la réaction des gens et qu'on les jette dans un puits. Vous voyez, puisqu'ils n'ont pas une mission officielle, il n'y a pas un service dédié à la milice où ils vont retirer tout ça là et après, on peut faire des plaidoyers pour aller retirer les enregistreurs. Donc, ils les prennent, les jettent dans un puits. C'est pas leur tasse de thé, quoi. Donc, eux, ils ne veulent rien du tout dans ça. Vous êtes sûr qu'ils n'ont pas de siège, ces miliciens? Ah bon, à moins que... Vous connaissez le siège? À moins qu'on puisse le dire. Je connais le siège. Aujourd'hui, à tel endroit... Un mot d'ordre de rassemblement, il faut bien qu'ils se rencontrent quelque part. Et puis, qu'ils s'en vont sur le... pas forcément. Qu'ils aillent sur le terrain. Mais pas forcément au siège. Il peut se retrouver sur le lieu quelque part. Bon. Un siège mobile, quoi. Donc voilà, quoi. Il faudrait véritablement que le Togo soit beaucoup plus pacifique. Bon, nous sommes en train de faire un TikTok live. Bon, il y a des petits malins là qui ont de signaler le live, c'est pas grave. Nous, on s'amuse un peu avec le live. Sinon, nous sommes en direct à la radio, il n'y a pas de problème. Oui, ils sont là aussi. Si. Oui, Gérard, vous placez un mot? Non, moi je pense que, comme Sylvestre l'a dit, il faut réhabiliter vraiment l'image du journaliste au Togo, parce que notre image a pris un sacré coup. À force de dire tout le temps qu'on fait du journalisme de caniveau, de diaboliser les journalistes, je pense que ça s'est tellement répandu dans la société que tout le monde croit que le journaliste, il est quelqu'un de pas bien. Et ce qui est très, très, très dommage. Personnellement, j'ai vécu une histoire il y a à peine un mois. C'est à un lieu, je n'ose pas le dire parce que je ne veux incriminer personne. En tout cas, il y avait une bagarre entre les agents de la mairie et une bonne dame. Voilà une vraie bagarre et tout. Et un de mes reporters passait, il sort sa caméra, une caméra qui coûte près de 2 millions de francs, les trucs avec zoom là. Oui. Il a commencé à faire des photos. Imaginez-vous que les agents de la mairie se sont jetés sur le reporter, ils étaient une dizaine. On commençait à le tabasser, lui ont arraché son appareil et tout, juste parce qu'eux, ils ont le gilet jaune écrit mairie là-dessus. Vous voyez? Donc chacun se prend pour force de l'ordre, en fait. Et le journaliste, c'est le dernier des paltoqués, comme on dit. Et quand on m'a appelé, je suis allé, il fallait voir ce que les gens là disaient. Et on nous dit, venez à la mairie pour prendre votre caméra, je vais là-bas. Quelqu'un me dit, suivez-nous. Je dis, mais monsieur, je ne vous suis pas. Parce que je ne sais pas là où vous m'amenez. Vous m'amenez pour me tuer. Vous m'amenez, je ne sais pas. Il dit, mais vous êtes venu pourquoi? C'est-à-dire que lui, agent de la mairie, automatiquement, il était une autorité.
face aux journalistes. Ailleurs, quand vous voyez un journaliste, vous vous calmez. Même un président de la République, il voit un journaliste, il redresse sa veste, il veut faire bonne figure. Mais ici, le journaliste, il faut que vous trembliez devant les gens. Et ces gens-là, finalement, nous a amenés dans un commissariat. On dit la chose, ce policier dit, rendez leur caméra, subite que presto, comme on dit, je ne sais pas comment dire, c'est l'expression. Rapidement, donnez leur caméra, et ceci et cela, et voilà un peu quoi. Donc l'image du journaliste même, il faudra qu'on les réhabilite. Mais comment réhabiliter l'image du journaliste? Il faut de grands discours du ministre, du chef de l'État. C'est tout un travail à faire. Parce que nous avons quand même notre rôle. Imaginez que celui-là qui se bagarrait avec la bonne dame et son mari. Imaginez que ce soit par exemple des assassins. Et que le journaliste ait immortalisé ces images-là avec sa caméra. Ça peut aider pour les besoins de l'enquête. Donc le journaliste n'est pas forcé, n'est pas automatiquement, n'est pas un délinquant. N'est pas un criminel. Mais il faut qu'on mette ça dans la tête des gens. Bien. Ouais. Messieurs, merci beaucoup. À moins que l'on veut ajouter un autre point, on va aborder un autre sujet. Le point, peut-être, c'est par rapport au communiqué. Oui, allez-y. Quand il y a souvent ce genre de situation, qu'il y a des réactions, il faut souvent faire attention au traitement de l'information et à ce qui circule, à tout ce qui circule. Parce que, justement, vous avez vu un communiqué disant, portant drapeau du Sénégal avec un contenu qui circule, qui dit que oui, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal a pris contact avec le ministre des Affaires étrangères du Togo pour la sécurité, justement. Il y a beaucoup de choses qui circulent souvent sur les réseaux sociaux. À nous de faire très attention parce qu'il ne faut pas tomber dans le panneau à force de publier, republier. Il ne suffit pas d'avoir un drapeau du Sénégal, un truc en bas pour dire que c'est authentique. Il faut lire d'abord, comprendre, savoir si c'est vrai. Si vous n'êtes pas toujours content, essayez de prendre un autre communiqué de la même institution pour voir si c'est la même présentation, la même police, puisque c'est toujours la même charte graphique, la même police, la même taille. Et sinon, vous tombez tout de suite dans le panneau des fake news. Et vous faites des analyses, vous partagez, vous avez de la passion, alors que le truc n'est même pas vrai. Et pourquoi nos autorités elles-mêmes ne communiquent pas? Dès qu'il y a la chose, vous communiquez, vous donnez la vraie version. Oui, non, moi je parle pas forcément le silence, c'est ça quoi. Oui. Le silence donne la force aux rumeurs. Oui, non, c'est ça, on est d'accord. C'est que les rumeurs qui circulent, oui, mais on va pas aussi faire circuler nous-mêmes, participer à l'expansion des rumeurs. Donc, moi j'appelle juste à ce que les uns les autres puissent savoir raison garder, oui, parce que le truc s'est passé depuis hier. Nous, normalement, ce matin, on s'attendait à se réveiller avec un communiqué ou des communiqués. Le Parlement de la CEDEAO, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'administration territoriale. Oui, mais ce silence n'est pas compréhensible, tout simplement. On rêve d'un État moderne, parce que le Togo s'éloigne de plus en plus d'un État moderne, malheureusement. Moi, quand je regarde 10 ans en arrière, par exemple, ça ne se dit pas, mais le Togo devient de moins en moins moderne. On fait tout un peu comme si on dirigeait un gros village. Je parle d'un ministre, quoi. La dernière fois, j'ai pris deux communiqués d'interdiction de manifestation. Autant du ministre Boupessi, autant du ministre Avade, on dirait des polycopes, quoi, des photocopies. Ça dit que c'est les mêmes mots, les mêmes trucs. C'est-à-dire qu'on prend la même chose et puis on photocopie. C'est le même service. Mais c'est pas possible ça. C'est les mêmes opposants. C'est les mêmes opposants, les mêmes... la même unir, les mêmes tentatives de réunion. Non, il faut quand même qu'on évolue et qu'on prenne les choses au cas par cas et qu'on se mette au travail, quoi. Très bien. On voudrait bien quand même que ce pays évolue. Alors on va dire aux auditeurs, ceux qui nous écoutent et qui aimeraient naturellement aussi placer quelques mots, qui peuvent nous envoyer juste pour l'instant des messages, SMS ou messages WhatsApp sur le 93 94 96 64. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. Alors, il y a un auditeur qui nous dit par exemple qu'il voudrait savoir la différence entre les milices et les terroristes. Bon. Quelle est la différence entre... Bon, on va relire donc le dictionnaire. Je pense que c'est mieux comme ça. Un autre auditeur qui nous dit ceci: cet événement n'est qu'une illustration parfaite du régime totalitaire dans lequel se trouve le Togolais. Si Sagna était Togolais, ce matin, il devait être en prison. C'est ce qu'il dit donc cet auditeur. Alors, on en vient maintenant à cette mise en garde
de patron des forces armées togolaises, le général de brigade Alarare Dimini, chef d'état-major général des forces armées togolaises, qui, il y a 5 jours environ, mettait encore en garde, je ne dirais pas ce sujet, mais il dit ceci, il a été donné de constater que malgré les efforts de sensibilisation renouvelés à maintes reprises par la hiérarchie, le personnel des forces de défense et de sécurité continue par extorquer des fonds aux paisibles populations aux formes de raquettes systématiques, souvent à des checkpoints, postes de sécurité et postes frontaliers. Alors, ce genre de comportement déshonore les forces de défense et de sécurité et met en péril l'indispensable cohésion armée-nation, gage de l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, tout en rappelant que l'extorsion de fonds est punie par la loi et par le règlement de discipline générale. Le chef d'état-major général des forces armées togolaises met en garde les militaires qui se rendent coupables de raquettes, qu'ils seront sévèrement punis conformément au règlement de discipline générale et au code de justice militaire. Le chef d'état-major d'armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef de formation militaire, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution rigoureuse de la présente note de service. D'où notre question ce matin. Est-ce que véritablement c'est un phénomène nouveau? Est-ce que cette mise en garde n'est pas un coup de paix dans l'eau? Je vais commencer par vous, Gérard. Ouais, je suis un peu surpris. Bon, moi je pense que c'est un problème mineur. Ouais, face par exemple, par rapport à ce dont nous venons de parler, ça c'est un problème mineur parce que quand on parle d'extorsion de fonds, il ne s'agit pas de millions, hein. Il s'agit de 200 francs, de 500 francs, de 1000 francs. Oui, sur plusieurs années, ça devient millions. Oui, mais je ne dis pas que c'est bien, mais pour moi c'est un problème mineur. Il y a un mois, je mangeais des oranges à 20h comme ça, je vois la Jeep des militaires, vraiment bien armés, hein. C'est dans la zone de Kégué, donc vous imaginez quoi, tout ça c'est la zone présidentielle, et c'est des jeunes qui viennent vers moi, c'est des militaires, tout jeunes, je me dis, mais sinon nous on est dans le noir, hein. Ben on fait quoi? Ben j'ai compris, c'est le café. Sincèrement, là je suis sincère, ben, j'ai donné très volontiers quoi, parce que c'est comme des petits frères, bon, je ne dis pas que c'est bien, mais ce n'est pas le problème. Ils sont en patrouille. Ils sont en patrouille et puis bon, ils viennent vous voir et disent, ah, on est là pour votre sécurité. C'est un péché mignon, quoi. C'est un message. C'est un péché mignon, c'est comme un enfant qui vole des bonbons. Votre enfant qui vole des bonbons, c'est vrai que c'est pas bon, mais quand il triche à l'école, par exemple, ça c'est autre chose. C'est un autre level, quoi, comme on dit. Et quand il va commencer à prendre de la drogue, c'est un autre level. Et voilà. Donc, par gradation, moi je me dis, ça c'est un faux problème. Si le général a quelque chose vraiment à dire, qui nous parle par exemple de ces miliciens, parce que selon les témoignages, on disait la dernière fois que ces civils-là, quand ils tabassaient, à un moment donné, on remarquait qu'ils étaient armés. Ils avaient des armes à feu et à la ceinture qu'ils cachaient dans leurs pantalons. Donc, vous voyez, donc c'est un problème. Si cela est vrai, si cela est vraiment vrai, alors c'est grave. Ce communiqué, du coup, n'a plus d'importance. Vous savez, la paix, c'est comme un package. Hein. Vous ne pouvez pas dire, bon, on ne va pas extorquer de l'argent aux gens, mais quand même, on aura des miliciens pour aller les taper de temps en temps. Mais non, vous respectez tout, ou bien rien ne sera respecté. Donc, c'est juste un jeu. Moi, je considère que ça, c'est un jeu qui n'aura aucun effet. Soit on fait une république moderne où les lois sont respectées, c'est-à-dire l'état de droit, ou bien rien ne marchera. Pour moi, ça ne m'inquiète pas. Ça, c'est un problème mineur qui ne me dit pas. Non, on n'a jamais... Quelle importance? Si on nous dit par exemple que ces militaires en patrouille ne doivent pas, par exemple, torturer des gens, parce que ça arrive parfois. On vous dit de rentrer dans le caniveau, de nager. On vous dit de faire appui militaire. Non, ça existe encore. Ah, moi, ça m'est déjà arrivé. Oui, c'est avant ça, non? Avant comment Avant le général. Non, ça arrive souvent.
Après, je pense en 2020, c'est arrivé à quelqu'un que vous connaissez bien, je ne donne pas le nom. Ah bon? Ben oui, son petit frère, il est allé lui-même, il s'est fait que c'est quelqu'un qui est dans la politique, et ben c'est là que les militaires, ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin rapidement, et puis bon, ben, sinon ça arrive. Vous dites à quelqu'un de faire l'appui militaire, vous le maltraitez, parfois on vous met nu. C'est vrai que moi, quand ça m'est arrivé il y a un peu longtemps, mais on vous dit, on vous fait peur. Moi, j'étais avec mon grand frère, on a tracé par terre, on dit bon, quand on va dire top, vous commencez à courir, c'est là qu'on va rattraper, c'est son problème. Vous voyez, ça, vous aurez peur. Surtout que les autres, ils sont armés, vous dites, mais quand je vais commencer à courir, peut-être qu'il va tirer dans mon dos, parce qu'il était tard dans la nuit et tout et tout. Bon, sincèrement, moi, je crois que dans ce pays, il est temps quand même que, comme le général l'a dit, il faut une concorde entre l'armée et nous, quoi. Que vraiment qu'on travaille ensemble. Parce que le risque est grand. C'est pas moi qui le dis, mais on me dit qu'il y a l'insécurité au nord du pays. Il faut qu'on forme un bloc. On forme un peuple uni, mais derrière nos dirigeants, mais pour que ce pays soit dans la paix. Sinon, à un moment donné, je ne veux pas jouer aux oiseaux de mauvais augure, mais on pourrait être surpris. À force de jouer avec le feu, on se brûle. Alors, Elon, cette mise en garde du général, c'est vrai, hein, là on parle des militaires, mais il y a la police, il y a la gendarmerie. Il y a des citoyens qui se plaignent tout le temps. Quand vous allez au poste frontière, on a le sentiment des fois que c'est une entreprise. Vous voyez une bassine qui est là, tout ce qui passe, 100 francs, 200, vous mettez dedans. À la fin de la journée, c'est des millions, contrairement à ce que Gérard peut penser. Bon, vous savez, moi j'ai une idée contraire par rapport à cela. C'est vrai que la dernière fois, ou une fois j'en ai parlé, on me dit que oui, malgré ça, vous devez payer quand même. Non, ah oui? Je prends un exemple simple. Allez-y. Un citoyen qui est en règle, qui est en voiture, permis à jour, oui. Visite technique à jour, assurance à jour, TVM à jour, réglage des phares à jour, et il se fait arrêter par la DSR. Vous avez votre cric. Oui, mais tout est à jour. Vous avez le cric, vous avez la manivelle, vous avez tout. Vous avez l'extincteur. Vous faites arrêter, panneau de signalisation, tout. En tout cas, moi, j'ai tout ça dans mon véhicule. Maintenant, vous m'arrêtez et vous dites que oui, bon, vous présentez le permis, vous présentez la carte grise, et puis on vous libère. Ils vont par graduation. C'est-à-dire que s'ils ont besoin forcément de l'argent, vous demandez si vous avez, ils continuent. Voilà. Jusqu'à ce qu'on vous... Bon, comme Sylvestre l'a dit, on vous dit que bon, vos lunettes sont sales. Bon, c'est vous qui le dites. Non, parfois, là, ils vous laissent carrément et ça va s'occuper d'un autre. Pendant 30 minutes, 45 minutes, vous comparez que bon, il faut débourser. mais à un moment donné, il faut que nous-mêmes, nous puissions d'abord être à jour. Et si vous êtes à jour, que vous refusez de donner de l'argent, on ne va pas vous casser la tête. Ça va finir où ça va finir? On vous pourrit la journée quand même. Oui, l'a dit. Oui, mais attends. On vous laisse là, on s'occupe des autres. Ouais. Non, mais pendant ce temps, vous ruinez. Mon frère, vous savez pas démarrer votre voiture et partir? On vous a pas pris la clé de la voiture. Vous êtes à jour, oui ou non? Est-ce que vous êtes à jour? Vous avez présenté les papiers? Mais c'est un contrôle routier. Vous n'êtes pas un délinquant. Non, mais à un moment donné, il faut que... Attendez, moi par exemple, vous m'arrêtez, vous avez tous les papiers à jour, je vous présente mon permis. On m'a dit de partir. Il faut que tout le monde adopte ça, simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que nous puissions nous-mêmes couper la chaîne. Si vous vous reprochez quelque chose, vous savez que vous n'avez pas un document à jour, les gens, ils préfèrent plutôt que de pouvoir être à jour. Mais vous êtes à jour, il faut qu'à un moment donné, on puisse nous-mêmes couper la chaîne. Je ne donne rien. Ne donnez rien. Mais si on n'a pas ces documents à jour, est-ce que la loi dit qu'on vous prenne de l'argent sur place? Ça, non. C'est une contravention. Quand on vous dit, oui, vous n'êtes pas à jour, votre permis n'est pas à jour, selon la loi, voilà, celui qui n'a pas le permis à jour doit payer tant. C'est une contravention. On vous signe ça et vous allez payer. Et je pense à la brigade motorisée ou dans un service, et on vous remet, on vous dit d'aller refaire le permis, de revenir prendre votre engin. Mais sur le terrain, donnez 200, donnez 300, donnez 400, donnez 500. Et souvent, c'est les chauffeurs qui font ça. Les taximans. Et à un moment donné, il faut nous-mêmes qu'on puisse briser la chaîne. Très bien. Parce que cette affaire continue. On dit non, les agents de police et de gendarmerie, ils raquettent tout le temps, ils demandent de l'argent, ils font... Est-ce que vous êtes à jour?
dit de payer votre extincteur. Payez l'extincteur. On vous dit d'avoir un panneau de signalisation. Mais attendez, vous savez, je vais donner juste un exemple parce qu'on va marquer une pause, on va revenir sur le sujet. Oui, allons-y. Vous savez, à la frontière Togo-Bénin. Ça, c'est la frontière. Oui, si, bien sûr. Oui. Parce qu'on parle de général, parce que dans le communiqué, il a parlé aussi de poste frontière. Effectivement. Vous arrivez là, à la frontière, quand vous en Hérault en même temps, dans la voiture, le policier qui vient, il compte. Vous êtes combien? Donc, si vous avez votre carte d'identité, vous payez 500. Si vous n'avez pas de carte d'identité, vous payez 1000 francs. C'est systématique. Oui, mais du côté... Non, je comprends ce que vous êtes en train de dire. Je prends Sylvestre Béni à témoin. En 2016, on avait fait une réunion où il y avait le directeur de l'immigration et les jeunes avaient dit qu'on est venu du Ghana et on nous a rackettés. Je parle en présence de... En 2016, le directeur de l'immigration, le capitaine Simtaï à l'époque, est devenu commandant. Il a dit qui? Et ils ont dit que du côté du Togo, comme du Ghana, on les a rackettés. Et, séance tenante, il a appelé le poste frontière. Bon. On a restitué. Ils ont été remboursés. Les fonds prélevés. Les petits ont dit qu'on les jeunes avaient dit combien ils ont payé. Ça, c'est un truc isolé. Tous les jours. On est d'accord, Sylvestre. Eric. Non. Là, ce matin même, c'est là. Eric, quand vous arrivez, vous allez le Mais vous avez vu que du côté de Hila Kondi, du côté des policiers béninois, entre-temps, le président Talon avait demandé qu'on puisse justement sanctionner. Permettez, on va revenir sur le sujet. Ça devient intéressant. On va revenir sur le sujet. On va marquer une pause obligatoire, puis on revient juste après. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Tout de suite, la pub. Devinette Momo, qu'est-ce qu'on gagne quand on dépense moins? La gloire! Presque! Ce sont les économies. Les économies qu'on fait avec la fibre de Canal Box. En payant une seule fois par mois ta connexion illimitée pour toute la famille, c'est moins cher que toutes les recharges que vous faites tous dans le mois. Magnifique! Canal Box, profitez d'une connexion illimitée et fibre très rapide pour toute la maison. À partir de 15 000 francs CFA par mois. Rendez-vous en boutique Canal Plus ou contactez votre vendeur Canal Box pour rejoindre l'univers illimité de la fibre. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes à la gare routière de l'information avec Gérard Ouessan et l'homme Mathis Ogbe et Sylvestre Béni. On était en train de parler de la question des raquettes, des forces de sécurité. C'est pas nous qui le disons, c'est le patron, n'est-ce pas, des forces armées togolaises qui le dit clairement. Un phénomène bien connu des supérieurs, puisqu'ils en parlent, la mise en garde. Un coup d'épée dans l'eau, Sylvestre? Oui, il faut dire les choses clairement parce que
Moi, je me dis peut-être que c'est un effet de mode. C'est un effet de mode parce qu'il y a quelques mois, le ministre de la Sécurité, Khalis Madoulba aussi, avait communiqué. Il y a aussi un numéro vert, le 1014, demandant aux citoyens, lorsque les policiers vous raquettent, d'appeler ce numéro, le 1014, pour signaler cela. Et donc, quelques mois après, c'est le général qui dit la même chose, sauf que eux, dans leur communiqué, il n'y a même pas de numéro vert. C'est-à-dire qu'ils ont juste communiqué. Maintenant, si à la frontière, c'est un militaire qui vous raquette, vous faites comment? Ce dernier appel, c'est une note de service. Oui. Et ça, c'est pas... C'est pas à nous. Oui, c'est pas nous. C'est entre eux. Oui. Mais qui se parle entre eux? Donc ça ne nous regarde pas. Ah oui, si c'est entre eux, qui se parle entre eux? Maintenant, qui sont ceux que ces militaires raquettent? C'est les populations en fait. C'est les citoyens. Donc normalement, le communiqué, on doit avoir un communiqué adressé également aux citoyens pour leur sensibiliser. Est-ce que vous avez une fois arrivé de passer par les bits là? Écoutez, ou aller au Ghana? Non, c'est la croix et la bannière. Et donc, encore une fois, on va dire à Gérard que quand vous êtes là-bas avec un seau, oui. Une bassine, une bassine, à la fin de la journée, il y a des millions. Ah oui, oui. Parce que cette façon, on ne vous demande pas. Ça devient automatique, quoi. Oui, là-bas, on ne demande pas. On ne vous demande pas. Il y a la bassine qui est là. Vous arrivez, il y a la bassine qui est à côté. Vous mettez dedans, vous continuez. Il y a quelqu'un qui vous voit, mais qui ne vous dit rien. Non. Parce qu'il voit ce que vous mettez dans la bassine. Et vous, même si vous êtes un habitué des lieux, vous savez que bon, si c'est les bits au niveau donc de comment dire ici et tout ça là, vous savez que bon, avant c'était 100 fois, maintenant c'est 200. Lors de la Covid, c'est augmenté quoi, il y a majoration. Non, c'est mieux. Oui, non, c'est ça, c'est 200. Donc vous arrivez là-bas, le militaire là, il vous dit rien. La bassine à côté, vous-même vous jetez les 200 dedans, vous continuez si vous voulez pas de palabre. Maintenant, si vous voulez... Je dirais que si ça une maison de l'autre côté de la frontière. Non, généralement, on passe au niveau donc, des frontières. Il faut souvent emprunter les frontières, quoi. Il faut être habitué. Donc, il faut toujours passer par là. Et donc, vous déposez les dossiers, vous continuez tranquillement, ils vous disent rien. C'est là, mais le danger également à ce niveau, c'est qu'on ne vous fouille même pas. Il y a généralement les émidiens. Même si vous êtes à Zémidia parfois, et le Zémidiaman arrive là, c'est pas vous qui donnez, c'est lui qui donne. Vous êtes derrière, on ne fouille pas et vous continuez. Vous traversez la frontière comme ça. C'est pourquoi nous disons généralement que nos frontières sont très poreuses. Parce que je peux avoir des choses illicites sur moi, mais arriver là-bas, mon Zémidiaman paie et puis on continue. Vous voyez, je viens au Togo, je vais commettre donc des voies de fait, je vais repartir tranquillement. Vous voyez, c'est à ce niveau-là qu'il faut également sévir. Il y a une auditeur par exemple qui nous dit, mais pourquoi font-ils semblant comme s'ils ne connaissaient pas les auteurs des raquettes? Il suffit de rester sur la route de Kpalimé, à Néro, ou dans les commissariats où on délivre les cartes nationales d'identité la nuit. Tu as ta carte, mais tu paies le café, quoi. Ce dont elle est en train de parler, c'est quand même quelque chose de sérieux. Non, c'est sérieux, c'est vrai que nous le disons en plaisantant, mais c'est sérieux. Et puis ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a une vidéo qui circule souvent sur les réseaux sociaux, bon, c'est monté, c'est de l'humour, où le policier qui est là dit, tout compte fait moi, je vais trouver pour moi, pourquoi? Même si je tape ton réservoir, si au lieu de con, ça fait quin, ça veut dire qu'il n'y a pas essence dedans, c'est infraction. Vous voyez, donc ils vont tellement trouver donc, des éléments, ne serait-ce que pour vous raqueter. C'est là où je dis, vous savez, bon, c'est pas pour les dédouaner, mais quand quelqu'un aussi n'est pas très bien payé, il est souvent enclin, porté vers la corruption. Voyez-vous, oui, quand ils sont pas très bien payés, c'est pas pour les dédouaner, mais ils sont souvent portés vers ces genres donc, de pratiques, ne serait-ce que pour allonger la fin du mois. Mais ce qu'il y a à faire, c'est d'être un peu sérieux ou de fermer un peu le robinet au niveau donc de ces forces de l'ordre. Nous avons déploré il y a quelques jours l'accident qui s'est passé à Tapamé, où au lieu de 15, ils ont pris plus de 22 personnes. Mais il y a eu nous l'avons dit ici, il y a eu des checkpoints. Ils sont passés, mais ils ont juste donné, ils ont continué. Après, c'est accident devant. Vous voyez, donc, je crois que c'est... À quoi ça sert? Eux-mêmes, ils ont cité les checkpoints dans le communiqué. Oui. C'est là où les checkpoints, ça devient donc les check money ou give money. Vous voyez? C'est là où on donne plus souvent. Je vais comprendre mieux. Et l'homme, c'est sérieux. Non, mais c'est sérieux. Non, c'est sérieux ce qui se passe. Là, les checkpoints qui sont sur la voie, il faut être dans un taxi.
Et vous comprendrez ce que c'est. C'est sérieux. Eric, c'est sérieux. Et il faut véritablement que on puisse en parler, que les gens comprennent que quand l'usager n'est pas ou le conducteur n'est pas en règle, la contravention ne va pas dans la poche du policier ou du gendarme ou de l'agent qui fait le contrôle. Ça va dans les caisses de l'État. Mais sur le principe, mais quand le chauffeur lui descend, lui te tend en fait la carte grise avec sous la carte grise ce qui peut. Vous comprenez? Ah oui, c'est comme ça. Oui, mais vous voyez pas le geste. Vous avez la carte grise en dessus comme ça. Visible. Et sous la carte grise, vous avez quand même le café. Et c'est comme ça. Et donc, en réalité, quand ça se passe comme ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et on laisse les chauffeurs mettre 4 personnes derrière, 3 personnes devant. Et bon, voilà quoi. Ça dit, la route est là, tout le monde fait ce qu'il veut. Ce n'est pas normal, Eric. Ce n'est pas normal. Je suis désolé. Maintenant, ce n'est pas normal. Est-ce que quelque chose va changer après ces communiqués-là, Gérard, à votre avis? Bon, moi je pense qu'il faut lever quand même un certain nombre de confusions. D'abord, quand moi je parlais d'argent, je dis pour celui à qui on a estorqué l'argent, c'est pas si grave. Parce qu'il s'agit de 200, de 500. C'est pas si grave. Maintenant, vous me dites que ça remplit un seau et c'est plusieurs millions. Là, ça peut être grave. Et notons que celui qui a fait le communiqué, c'est pas le ministre des fois, quand vous passez les frontières, vous avez le sentiment que c'est une entreprise bien huilée. Une entreprise, voilà. C'est là où ça peut être grave. Parce qu'il n'y a pas que la police. Il y a aussi les agents vaccinateurs. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes confondé. Oui. Les douaniers. Non, la les agents de police. santé. Les agents de santé qui sont là. Ouais. Eux aussi prennent le pas. Ouais. D'accord. Maintenant, supposons que vous passez la douane, vous dépensez 1000 francs, 1500, voire 2000. Et c'est pas tout le temps que vous passez à la frontière, hein. À moins d'être comme Sylvestre qui s'amuse à passer la frontière. Mais en bon journaliste, moi je l'encourage à le faire. Hein. Il faut s'entraîner, quoi. Dans sa maison, c'est de l'autre côté de la frontière. Il a pris un terrain de l'autre côté de la frontière. Ce qui est sûr, le peu d'argent qu'on prend là, ça ne fait pas trop de mal à ce contribuable forcé. Je mets contribuable entre guillemets, quoi. Par contre, si les militaires arrivent à avoir en fin de journée 500 000, 1 million, là c'est grave. Je ne sais pas si vous me voyez. Parce qu'aujourd'hui dans la sous-région, j'avais parlé d'insécurité. Quelqu'un qui peut faire 1 million chaque jour, ah ben, il y a des gens qu'il ne faut pas dire, mais il peut s'acheter une Kalachnikov, il peut tout. Il peut s'acheter des munitions. Il peut tout. Donc l'argent qui est cash, l'État ne veut pas. Et notez bien que celui qui a fait ici, le communiqué, ce n'est pas le ministre de la Sécurité, mais c'est le chef d'État. Major général des forces armées togolaises. Major, ça veut dire que le militaire, c'est surtout lui qu'on veut empêcher d'avoir ce cash-là. Moi, je vois un peu cette nuance. Ah oui, il y a une nuance. Ce n'est pas le ministre de la Sécurité, mais c'est plutôt... Parce que là, il ne s'adresse pas forcément à la police. Pas du tout. La police n'est pas sous son contrôle. Oui, bien sûr. Ici, c'est le chef d'état-major des forces armées togolaises. Donc, le communiqué vise les militaires. Et imaginez des militaires à des frontières qui ont de l'argent en poche et qui sont isolés dans des brousses, c'est pas les checkpoints, hein. Eux parfois c'est des camps, c'est des trucs un peu retranchés, mais ce n'est pas bien pour le pays. Et ça c'est encore plus dangereux. C'est là où je dis le danger, ça dépend de quel côté du prisme on est, quoi. De quel côté vous voyez le problème. Bon, maintenant, pour terminer, l'homme a dit, quand vous avez tous les papiers, vous pouvez partir. Moi, je ne vous le conseille pas. Hein. Parce qu'un policier que vous arrête, vous avez le devoir d'obtempérer. Je suis d'accord, c'est ce que je dis. Vous avez le devoir d'obtempérer, s'il ne peut vous tirer dessus. Non, il a le droit. Vous obtempérez, et quand vous contrôlez, vous avez tous les documents. Ouais, et vous perdez le temps. Vous démarrez, il peut vous tirer dessus, c'est un délit de fuite. Il peut dire après que c'est vous. Non, mais il ne peut pas tirer sur vous. Oui. Ah bon, pourquoi? Il peut pas tirer. À la frontière, attention. Hein. Non. À la frontière, attention. Pas forcément parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé dans la journée. Peut-être qu'il y a eu un groupe de bandits qui est passé. Moi, je ne conseille ça à personne. De démarrer en trombe et partir. Non, on n'a pas dit ça non plus. Ah oui, parce que d'abord, c'est puni par la loi. Oui, bien sûr. Ouais, vous devez obtempérer. Maintenant, le dernier problème, même quand on vous donne une contravention, vous laissez votre moto, votre voiture, vous dites que vous allez payer après, ne vous étonnez pas. Hein.
qui est plus les clientants, les rétroviseurs, et parfois le réservoir est vide. Vous voyez dans quel pays nous sommes finalement. Vous laissez votre voiture, votre véhicule à la fourrière, et vous remarquez que des pièces ont disparu. Ça arrive? L'essence a été, le réservoir a été vidé. Non, beaucoup ont témoigné comme ça. Il a perdu ceci, les pièces ont disparu sur le truc et tout et tout. Ouais, c'est-à-dire que nous devons mettre balle à terre pour repenser ce pays ensemble avec les autorités. Parce qu'actuellement là, de plus en plus, il y a une distance entre les autorités et nous. C'est pas bien du tout. Je ne sais pas qui la faute est, mais quand même, il nous faut créer encore cette synergie-là. Dans 3 minutes, je voulais qu'on donne la parole aux auditeurs, ceux qui souhaitent nous appeler pour prendre, pour se prononcer sur le même sujet. Mais juste un mot sur ce qui se passe au Liban. Vous savez, les Israéliens sont en train de faire montre d'une violence inqualifiable depuis quelques jours. Les beepers, les talkie-walkie, Hassan Nasrallah, hier ils ont encore visé, qui a été assassiné dans leur QG. Et puis hier il y a le chef du Hamas au Liban qui a été aussi tué avec quelques-uns de ses lieutenants. Mais est-ce que l'Israël finalement semble avoir le quitus pour tuer et que personne ne peut rien lui dire? Et l'homme. Pourquoi tout semble être permis à Israël, visiblement? Oui, c'est la grande question que tout le monde se pose. Vous avez d'un côté les États-Unis qui continuent de soutenir justement ce bloc, mais en réalité, quand vous regardez aujourd'hui, il faut une profonde réforme de toutes les institutions mondiales. Toutes les institutions, FMI, Banque mondiale, ONU, tout le monde. Parce que, vous savez, les conflits qui se posent aujourd'hui, c'est des conflits intergénérationnels. La géopolitique aujourd'hui ne peut plus se définir comme elle se définissait. Et le Conseil de sécurité de l'ONU ne peut plus continuer par rassembler les 5 majeurs comme cela se faisait. Et quand vous regardez aujourd'hui la carte du monde avec tout ce qui se passe, et les conflits qui n'en finissent pas, Israël, la Russie, l'Ukraine et tout ce qui se passe, les gens d'autres pays ne peuvent pas continuer par rester spectateurs. Et ça devient une guerre de puissance, d'abord de puissance nucléaire, de technologie, et tout cela, ce n'est pas bien pour l'humanité. Pour personne. Et quand on va à la tribune de l'ONU, ou quand on écoute des gens, et il y a des choses sérieuses qui se passent, vous comprenez, dans le monde. Et quand nous, on rentre dans nos petites querelles, moi, ça me fait mal. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Et on n'a pas le courage même, c'est-à-dire de dire même au secrétaire général des Nations Unies, même au Conseil de sécurité, mais c'est pas normal ça. Ils ont un droit de veto. On regarde les conflits dans le monde, des gens qui meurent, et on pillonne toute une ville, toute une capitale, et on lance des obus, de l'arme nucléaire, et puis bon, tout le monde est là. Et quand le secrétaire général des Nations Unies n'a pas encore été lancé. Oui, c'est vrai qu'on menace les pays. Oui, voilà, oui, mais de toutes les façons, quand la Corée vous dit qu'elle a l'arme nucléaire, quand les gens vous disent qu'ils ont... Aujourd'hui, il y a des pigeons même qui sont devenus des pigeons espions. Oui, bien sûr. Ouais, qu'on lance dans le ciel. Et puis, bon, vous croyez que c'est un pigeon normal, que c'est un pigeon espion avec une machine intégrée et qui c'est un robot, quoi, et qui est téléguidé. Mais tout ça se passe. Et puis les gens sont là quand ils vont à la tribune des Nations Unies, se retrouvent. Il n'y a pas de débat de fond sur les institutions, sur la réforme en profondeur des institutions. C'est le président togolais qui a lancé le sujet la dernière fois. Mais à part lui, bon, j'ai vu le Malien qui était venu aussi, qui a parlé de l'Algérie beaucoup plus parce que c'est ce qui les dérangeait à cause du terrorisme. Mais le monde assiste impuissant à ce spectacle. D'accord. Sylvestre Béni. Non, écoutez, l'Israël n'écoute presque personne. Est-ce que lui, on lui concède tout finalement à Israël? Oui, l'impression c'est que tout devient facile pour Israël parce que s'il décide de faire... Tout lui est permis. Oui, tout lui est permis. Non, vous savez, il y a souvent des dénonciations dans les discours et tout, mais bon, officieusement... nul n'est prêt à dire ouvertement que bon, je rentre en guerre contre l'Israël. Non, depuis des lustres, les États-Unis, que ce soit les démocrates ou les républicains qui sont au pouvoir,
ils ont toujours soutenu l'Israël, quel que soit donc le conflit. Oui, bien sûr. Ils ne sont jamais rentrés donc en conflit avec l'Israël. Oui, vous prenez donc l'Angleterre ou la Grande-Bretagne qui est un allié des États-Unis et tacitement un allié de l'Israël. La France, l'Allemagne. Oui, l'Allemagne qui parfois sortent des communiqués, on dénonce cette violence et tout ça, mais ouvertement, ils ne se prononcent pas contre l'Israël. Ils arrivent peut-être à la fin même de leur discours, ils peuvent dire oui, l'Israël a le droit donc de défendre sa nation, de défendre donc son pays. Mais bon, pour l'Israël aussi, du fait donc de la puissance de feu de son pays, c'est vrai, un petit pays, mais une grande nation, parce que une puissance de feu, oui, ils arrivent donc à neutraliser tout. Même, vous avez vu la manière dont ils ont neutralisé Hassan Nasrallah la dernière fois. C'est terrible. C'est terrible. Et le numéro 2, j'ai écouté le numéro 2 ce matin donc du Hezbollah, c'est Naïm Kassem qui disait ils sont prêts donc à combattre au sol avec l'Israël. Et c'est là, je dis, bon, là, c'est le pire, quoi. Puis au sol, ils sont encore mieux. Vous voyez? Oui, malheureusement, c'est ce qu'on voit quand au sol, ils sont encore mieux. Bon, le Togo et l'Israël. Le Togo aussi a toujours soutenu l'Israël. Vous avez vu quand il s'est agi donc de Jérusalem et tout ça. Oui. Le Togo a prononcé oui en faveur de Jérusalem, de l'Israël. Ouais, donc c'est comme si tout le monde est presque, entre guillemets, soumis à l'Israël, où personne ne veut entrer en conflit avec l'Israël, parce que même si tu es peut-être à 10 millions de kilomètres de l'Israël, ils peuvent t'atteindre. Ils peuvent t'atteindre facilement. Gérard Wissam. Non, il faut dire d'abord qu'il y a une communauté juive au niveau du monde très très forte, très riche. Ils ont un lobby immense. Très puissant. Très puissant. Et donc, ce qui fait qu'on a l'impression que tout le monde leur tolère tout. Les Juifs sont partout, hein. En Pologne, en Allemagne, aux États-Unis, en France et partout. Bon, oui, au Togo, même au Maghreb, hein. Au Maghreb, au Maroc, tout ça, les Juifs marocains, ils sont très puissants et ils sont partout. Et ils ont même, c'est un peu placé. Ils ont même un quartier au Maroc. Ah, non, ils sont nombreux là-bas. Ils sont nombreux là-bas. Haut sur la colline, c'est le quartier des Juifs là-bas. Bon, d'abord, il y a cette réalité. La deuxième réalité, c'est que les Arabes et les Juifs, c'est des ennemis jurés. C'est pas comme les Ukrainiens et les Russes où on se dit on est quand même des cousins, hein, et donc on lance des petites bombes. Et ceux là-bas, c'est des ennemis jurés. Il y a des petites bombes. Bien sûr, il y a des petites bombes. Donc les Arabes ont juré la destruction d'Israël. Parce qu'ils n'ont jamais caché ça. Il faut que Israël disparaisse. Et les Israéliens aussi, sachant cela, ils ont dit d'accord, nous aussi, on doit survivre. Et finalement, on a abouti à quoi? On a abouti à ce qu'on appelle la guerre totale. Oui. Et en guerre totale, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis malheureusement. Il ne fallait pas arriver à la situation de guerre totale. Et ils sont entrés. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, il y a une forme d'hypocrisie sur la scène internationale qui ne dit pas son nom. Non, c'est pas une hypocrisie. C'est une guerre totale. Quand il y a une guerre totale, c'est à qui mieux quoi. C'est celui qui est plus fort qui gagne. Vous voyez, ce n'est plus une guerre où il y a encore la diplomatie. La diplomatie n'a plus aucune chance. Vous me tuez, je vous tue. Les Arabes aussi, ils ont enlevé plein de gens. Mais là, pour terminer, moi, en tant qu'Africain, il m'est difficile de pleurer. Je ne suis pas hypocrite, moi. Ça dit que vu tout ce que l'Africain souffre, quand nous, on n'a même pas de l'eau à boire, on meurt de faim et tout. Moi, je suis devenu blindé contre certaines images. Je me dis, nous en subissons plus que ça. D'accord, très bien. Ouais, je voudrais bien plaindre le monde, hein, mais en tant qu'Africain, tout ce que je vois, je suis blasé, quoi. Je suis blindé. Et plus rien ne me dit grand-chose. Très bien. Ouais. Alors, on a 2 petites minutes. On pourra prendre 1 ou 2 auditeurs très rapidement, s'ils ne sont pas trop bavards comme vous en studio. Merci beaucoup à Gérard Wissam et Londi Sogbe et Sylvestre Béli. 92 60 81 à votre disposition pour ceux qui souhaitent prendre la parole ou nous dire. Alors, il y a un auditeur qui nous dit, lui, il parle de ce qui s'est passé hier, donc au siège de la CDPA. Hier et ce matin, l'agression du député Sagnan a fait à la une des médias et des réseaux sociaux au Sénégal. Si la réunion a été interdite, ce sont les gros bras qui viendront semer du désordre, se demande l'auditeur. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est Komi. Monsieur Komi. Oui. Nous vous écoutons très rapidement. Par rapport à la frontière, c'est un problème sérieux. Ce que je veux bien ajouter, c'est que à certains niveaux, il semble que les militaires et gendarmes qui sont placés ont d'autres business qui font d'ailleurs que par moment, ils s'en fichent du passage des
citoyens. Ah bon, quel business? Oui, des business de transport de marchandises par moto, par tricycle, par pousse-pousse. Ok, ça leur rapporte beaucoup plus d'argent, c'est ça? Oui, vraiment. Donc, si on veut y remédier ou bien penser à la sécurité des Togolais, il faudrait qu'on soit sincère sur les frontières. D'accord. Maintenant, pour la question de ce qui s'est passé hier, franchement, nous déplorons ce fait. Mais j'ai une pensée très pieuse à votre confrère de Victoire FM, Joachim. Oui. Agbetim. Ça me rappelle 2017, il avait interpellé en émission directe le général Yark d'avoir vu des gens cagoulés qui sont autour des forces de l'ordre. Le ministre lui avait promis revenir avec des éléments. Jusqu'à ce jour, le néant. Donc, quand l'impunité grandit, je pense qu'on peut encore attendre beaucoup plus que ça. Donc, moi, je veux bien interpeller le corps des journalistes à bien fouiller, à nous informer au plus. Parce que si je dis que l'autorité fera quelque chose, c'est du faux. Ils ne vont rien faire. Très bien. Merci beaucoup, M. Komi. Donc, beaucoup de courage à votre corporation. Merci à vous. Merci. On ne pourra plus prendre d'auditeurs puisqu'il est l'heure. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Malheureusement, on n'a pas pris beaucoup d'auditeurs. Demain, c'est un autre jour. Et demain, on pourra donner plus de temps aux auditeurs. Merci beaucoup, Gérard Roussan. Merci. Merci à Eloma Tisogwe. Merci, Eric. Merci Sylvestre Béni. Merci à Francis qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Éric Gaton. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle aventure sur la radio. Merci à tous ceux qui étaient connectés sur notre compte TikTok. À demain.